Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de mes lectures de cet été. Voilà, j'ai regroupé encore une fois les vidéos, n'importe quoi, les livres que j'ai lus en juillet et les livres que j'ai lus au mois d'août. Voilà, comme ça, pour faire une vidéo assez complète. Donc il va y avoir encore des livres qui vont rentrer dans mon défi lecture 2018. Et à côté de ça, donc il y a d'autres lectures et notamment encore une fois des mangas donc, qui sont en dehors de ce défi. Allez, c'est parti! Alors, donc le premier roman que j'ai lu, c'est celui-là. Donc c'est Le réveil des filles de la déesse, c'est le livre 1 d'Ahaïs Légaré de Adélise Lapierre. Et la maison d'édition, c'est Rêve de femme. Voilà, collection roman Les Échappées Belles. Donc ce roman, j'ai adoré. Voilà, je dois dire, il m'a beaucoup plu. Alors je vais vous dire un petit peu le pitch quand même, hein. Donc, en fait, c'est l'histoire d'une femme archéologue qui fait une découverte d'un cairn. Et en découvrant ce cairn, en fait, elle met à jour une scène un tombeau, voilà, un tombeau qui est très vieux, dans lequel en fait il y a toute une partie qui est réservée à la déesse mère, et on voit que de l'autre côté en fait on voit une scène d'une extrême violence. Voilà, donc ça commence comme ça. Et en fait, à la libération, à la découverte de ce cairn, en fait, en parallèle, dans toute la France, il va y avoir des hommes qui sont tués, voilà, de façon assez violente. Et donc voilà, il y a une enquête qui est menée donc, par cet archéologue, pardon, qui veut comprendre un petit peu ce qui se passe. Et en parallèle, il y a également une autre jeune femme qui est écrivaine publique, donc qui va écrire des lettres voilà, pour d'autres personnes, voilà, donc administratifs ou personnels, etc. Et donc ces deux femmes vont mener l'enquête de comprendre pourquoi ces hommes meurent. Voilà, qu'est-ce qui pousse. Et donc c'est un livre qui est autour de la religion de la déesse mère, que moi-même j'ai découvert. Donc c'est romancé, mais il y a de nombreuses références à des livres voilà, qui ont été écrits par des personnes maîtrisant bien le sujet. Donc voilà, c'est un roman sur quand même voilà, certaines choses qui se sont passées. Donc j'ai beaucoup aimé du coup ce mélange d'enquête mené par ces deux femmes dans ce milieu, donc les sororités, les cercles féminins. Voilà, ça m'a vraiment beaucoup parlé. Et ce premier tome, c'est vraiment bien mené. J'ai vraiment hâte de voir le livre 2, ce qu'il racontera. Je sais qu'il est en cours, d'écriture, si je ne me trompe pas. Donc vraiment, c'est un beau roman sur le féminin, voilà, sur le féminin, la déesse mère. Donc c'est pas du tout un livre féministe, hein, attention, hein, parce que dès qu'on parle de féminin sacré, ça y est, des fois il y en a, ils s'emballent. Non, hein, c'est pas du tout un livre féministe, mais c'est un livre qui met la femme, qui replace la femme par rapport à son histoire, à l'histoire de la déesse mère. Et c'est très intéressant de voir un petit peu comment ça s'est passé après avec toutes les religions monothéistes, patriarcales qui se sont installées, qui ont écrasé finalement cette religion. Donc vraiment très intéressant, je vous le recommande, que ce soit un thème qui vous parle, et même si c'est pas quelque chose à la base qui vous attire, vous risqueriez d'apprendre plein de choses et d'être vraiment agréablement surprise. Donc voilà, c'est vraiment un livre passionnant. Je vais vous lire un petit peu derrière. Fallait-il pénétrer dans ce cairn mystérieux, recelant en son cœur un sanctuaire dédié à la déesse mère? Qui est cette meurtrière étrange et cruelle, protectrice des femmes et du féminin en général, dont la force surhumaine n'a d'égal que la sensuelle beauté? Quel message a-t-elle à nous livrer, à nous, humains du XXIe siècle? Et surtout, comment apaiser la colère de la divine Daaïs? Voilà. Donc vraiment très bien, j'ai adoré ce roman. Alors ensuite, j'ai lu Frères du Logos, le tome 2, Les Trois Cercles. Alors ça, David Cressin, les éditions c'est Amalthée. Donc ça, c'est un auteur que j'ai découvert chez Cultura, alors qu'il était dans une séance de dédicace l'année dernière. Et j'avais entendu aussi parler de ce livre-là sur les réseaux sociaux. Et donc j'en ai profité pour, et d'une, m'acquérir le tome 1, et de deux, me le faire dédicacer par la même occasion. Donc j'avais lu du coup le tome 1 pour mon défi 2017.
Alors, je vais vous raconter du coup un petit peu plus finalement ce que raconte le tome numéro 1 et un petit peu le 2, mais je voudrais pas vous spoiler non plus, donc ça va être un petit peu... voilà, j'ai essayé de faire au mieux. Donc en fait, l'histoire, c'est il y a donc deux jumeaux qui sont sur la planète Terre, qui ont été séparés à la naissance, et donc ils ne se connaissent pas. Ils ont été élevés l'un en France, près de Bordeaux, à Bordeaux, et l'autre à Londres. Et en parallèle de l'histoire de ces jumeaux, il y a sur une autre planète qui s'appelle la Corde des êtres surnaturels. Donc il va y avoir des vampires, il va y avoir des loups-garous, des elfes qui ont pour but de protéger la Corde. Et en fait, chaque habitant de la Corde est relié à un habitant de la Terre. Et donc en fait, ces jumeaux qui sont éloignés, en fait, vont par les rêves, la pensée, en fait, découvrir leur existence et en fait, voilà, découvrir qu'ils ont l'un et l'autre un frère et ils vont se rencontrer. Donc, c'est fantastique, hein, voilà, clairement. Moi, je sais que c'est un univers que j'aime beaucoup quand c'est fantastique, un peu surnaturel. Voilà, moi, je suis fan du Seigneur des Anneaux, d'Harry Potter. Donc, c'est vrai que voilà, moi, c'est des univers que j'aime beaucoup. Et dans ce tome 1, donc en fait, il y a la Corde qui est en danger. Voilà, puisque forcément les forces obscures veulent renverser l'équilibre et prendre possession de la Corde. Et forcément, ce qui se passe sur la Corde influence directement ce qui se passe sur la Terre. Donc les jumeaux qui découvrent avoir des pouvoirs surnaturels, ils maîtrisent les éléments. Il y en a un qui maîtrise le feu, l'autre qui maîtrise l'eau. Et donc en fait, voilà, pareil sur Terre, ils vont devoir mener également un combat contre l'équivalent des forces du mal qu'il y a sur la Corde, puisque, comme je vous ai dit, chaque habitant de la Corde a son lien sur Terre. Donc voilà, ils vont combattre pour essayer de protéger et d'éviter que ce soit forcément la catastrophe sur la Corde et donc par conséquent sur la Terre. Donc le tome 1, j'avais adoré, c'était très très bien rythmé, donc vraiment un très très bon roman. Et le tome 2, donc, qui est la suite directe, hein, puisque le tome 1 se termine, il nous laisse, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Donc voilà, donc le tome 2 qui prend la relève, est vraiment très très bien. Donc là, je vais raconter un petit peu le tome 2. Donc voilà, si ça vous intéresse de lire le tome 1, voilà, n'écoutez plus à partir de maintenant, et puis je vous dirai quand vous pourrez reprendre tranquillement la vidéo. Donc, dans ce tome 2, on retrouve nos jumeaux, avec leur petite équipe, bien sûr. Et en fait, dans celui-là, ils vont renouer avec leur mère, que tout le monde croyait morte, en fait. Donc forcément, ça va bouleverser ce qui se passe et sur Terre et sur la Corde, où forcément les forces de l'ombre sont toujours à l'œuvre pour renverser le pouvoir et s'équiper, trouver des armes, voilà, pour contrebalancer, éradiquer donc toutes les forces positives, on va dire. Et donc sur Terre, voilà, pareil, il va y avoir toujours ce combat qui va se mener, hein, entre le positif et le négatif. Et donc il y a leur mère qui réapparaît. Et en fait, du coup, tout le monde est étonné, puisque les jumeaux pensaient que leur mère était morte, puisqu'en fait, quand ils sont nés, on les a tout de suite séparés pour les protéger. Et en fait, on pensait, voilà, quand on lit le tome 1, on pense clairement que leur maman est morte. Donc ils ont été élevés, voilà, dans des familles d'accueil, hein, des familles qui les ont adoptés. Donc c'est très intéressant du coup de voir le personnage de la mère qui réapparaît, qui elle forcément aussi a de grands pouvoirs. Voilà. Elle maîtrise les énergies en fait. Donc voilà, donc c'est super intéressant. Donc c'est encore un tome 2 qui est très très bien rythmé. Moi je me suis pas ennuyée. On alterne les chapitres entre les moments où on est sur Terre, d'autres on est sur la Corde, avec toujours le lien, hein, puisqu'ils sont toujours reliés les uns aux autres. Donc vraiment, moi, j'aime beaucoup cet univers de science-fiction. Voilà, je l'ai trouvé très sympa. La fin du tome 2, donc pareil, je vais pas vous le raconter, hein, parce que je vais pas non plus vous spoiler. Mais alors clairement, j'étais pas contente.
Donc on va voir ce que le tome 3 va raconter. Donc c'est une saga, oui, qui est en trois tomes hein, uniquement. Donc vraiment c'est très sympa. David Cressin, moi j'aime beaucoup. Voilà, alors c'est pas de la grande littérature, attention hein, non plus, on va pas. Voilà. Mais franchement ça se lit très très bien, c'est très agréable. C'est des univers qui sont très très bien montés, des mondes qui sont créés, voilà, qui sont très bien montés. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce tome 2. Alors ensuite, après j'ai fait une petite pause et j'ai lu des mangas. Donc j'ai lu le tome 7 de Perfect World. Voilà. Donc ça c'est un manga que j'aime beaucoup. C'est l'histoire d'une jeune femme, voilà, qui est ici, et d'un jeune homme, donc en fauteuil roulant, qui se connaissaient au lycée et qui, par rapport à leur vie professionnelle, sont amenés à se retrouver. Et en fait, voilà, ils retombent amoureux l'un de l'autre, mais se pose la question du handicap, puisque ce jeune homme est en fauteuil roulant. Et elle, forcément, elle ne connaît absolument pas ce monde-là. Et donc, elle découvre un petit peu toutes les difficultés qu'il peut rencontrer au quotidien, les trottoirs qui ne sont pas adaptés, les transports en commun, les restaurants, les habitats. Et donc, voilà, c'est très intéressant de voir un petit peu cet amour entre eux. Voilà, est-ce que ça va réussir à dépasser, à surmonter finalement le handicap. Donc vraiment c'est vraiment un manga que j'aime beaucoup, je le trouve très très juste. Moi il m'a appris énormément de choses sur le monde du handicap. Donc vraiment je le recommande celui-là, encore une fois si vous n'êtes pas amateur de manga, si vous voulez découvrir, vous lancer un petit peu, celui-là est vraiment très très bien. Et alors ce que j'aime beaucoup avec cette maison d'édition, l'édition Akata, c'est qu'à chaque fois, en fait, au dos, vous avez un petit peu les thématiques qui sont abordées. Donc là, c'est une romance, ça parle de la société, ça parle du handicap. Voilà, et à chaque fois, comme ça, vous êtes guidé. Donc c'est vrai que cette maison d'édition, je l'aime beaucoup pour ça, dans sa façon de guider les gens. Voilà. Donc les dessins, je les trouve également très très beaux. Alors je vais essayer de vous en montrer. Et donc, comme tout manga, bien sûr, ça se lit à l'envers hein, par rapport à nos livres classiques. Mais encore une fois, franchement, on s'y fait vite. Hein. C'est un petit peu comme quand vous regardez au début un film avec des sous-titres. Au début, on est un peu gêné. Puis en fait, au fur et à mesure, on s'en rend même plus compte. Bon, là, c'est pareil. Hein. Après, on prend vraiment le pli, on lit les bulles dans l'ordre. Voilà. Donc vraiment, un très très bon manga. Je l'aime beaucoup. Donc là, on en est au tome 7. Voilà, qui est sorti au mois de juillet. Donc c'est pas mal. Après, j'espère qu'on va pas tourner en rond, parce que des fois, le tort, c'est de faire des albums, etc., pour voilà, dire on publie. Mais bon, si c'est au final pour que ça tourne en rond, voilà, ça peut vite devenir lassant. Bon, pour le moment, on n'y est pas, mais il faut faire attention. Donc, à voir ce que va nous raconter le tome 8. Ensuite, j'en ai lu un autre qui m'a beaucoup plu, c'est Le mari de mon frère, de Gengoro Tagam, j'espère que je le dis bien. C'est toujours chez les éditions Akata. Ceux-là, je me les suis procurés à la Japan Expo quand on y avait été à Paris. Et donc celui-là, il traite du quotidien, de la société et de la famille. Donc, alors, c'est un tome 1, voilà, donc ça vient de commencer. Donc pour débuter, c'est pareil, c'est parfait. Et donc en fait, c'est l'histoire d'un papa et de sa petite fille qui vivent au Japon et de lui, qui est en fait le mari de son frère à lui, son frère qui est décédé. Et donc son mari, qui est canadien, a décidé d'aller au Japon pour découvrir la ville, le pays de son mari qui est décédé, puisque forcément il est en deuil, il est extrêmement malheureux d'avoir perdu l'homme qu'il aimait. Et donc voilà, il est venu pour découvrir un petit peu tout ça, découvrir sa belle famille, donc son beau-frère et sa nièce. Et donc voilà, on est un petit peu dans leur péripéties. Donc ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman-là, c'est que ça parle du coup d'homosexualité et du coup des questions que lui se pose par rapport à ça. Donc vous savez un petit peu toutes les questions du genre oui, non, ça me gêne pas. Et puis en fait, quand il y est confronté, en fait, s'il se rend compte que ça le gêne d'avoir un homme chez lui qu'il ne connaît pas plus que ça, surtout qu'en plus ce sont des frères jumeaux, oui, ça j'ai oublié de vous le dire. Donc forcément, c'est le portrait craché de son mari qui est mort, donc lui il est un petit peu mal à l'aise. Et puis là-dedans il y a la petite fille qui elle est toute naturelle, qui va poser des questions
Voilà, avec son franc-parler, avec d'une petite fille. Et du coup, bah voilà, ça aborde des thématiques, des questions par rapport à ça. Ça remet le papa, se pose des questions finalement sur sa vision qu'il avait des choses, où il se pensait peut-être ouvert d'esprit, puis finalement, il se rend compte que peut-être pas tant que ça. Donc vraiment très très bien. Celui-là aussi, je le recommande vivement. J'ai hâte que le tome 2 sorte pour les retrouver, nos trois personnages. Ensuite, j'ai lu ce petit livre de Karine Guibel, Toutes blessent, les dernières tuent, aux collections Belfond. Alors je ne sais pas si vous connaissez Karine Guibel. Moi je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. J'avais lu son premier roman Terminal Excelsius, que j'avais beaucoup aimé. Donc c'est une passionnée de thriller, de romans noirs, drame psychologique. Et celui-là ne fait pas exception. Je suis toujours étonnée de me dire comment on peut arriver à écrire des romans comme ça en fait. Donc vous voyez, c'est un pavé. Bon alors après c'est pas écrit petit non plus, hein, donc voilà, ça se lit, il se lit très très bien. Pour tout vous dire, je l'ai lu en 2 jours, hein, donc c'était quand même quasi, il fait 750 pages. Voilà, je l'ai lu en 2 jours, je n'arrivais pas à m'arrêter. Elle a une façon d'écrire, c'est super addictif. Voilà. Alors, l'histoire. Alors souvent dans ces romans, il y a toujours 2 histoires en parallèle et parfois, je dis bien parfois, ça se rejoint. Donc là, on commence avec l'histoire d'une petite fille, Tama, qui est vendue par son père, qui vient du Maroc, je crois. Ouais. Et en fait, voilà, son père est pauvre, il n'a pas d'argent pour subvenir aux besoins de ses enfants, de tous ses enfants. Et donc, une femme lui fait la promesse que s'il lui confie sa fille, il va l'emmener à Paris et elle pourra aller à l'école, avoir une belle vie. Voilà. Et le papa, il accepte de vendre sa fille à cette femme, du coup, pour avoir de l'argent et pour lui offrir à sa fille une belle vie. Donc, ça commence comme ça. Et en fait, cette petite fille qui a 9 ans arrive en France. Elle est donnée à une famille, en fait, en tant qu'esclave. Donc une petite fille de 9 ans, en tant qu'esclave. Donc qui s'occupe de la nourriture, du ménage, d'élever les enfants, qui n'a absolument pas le droit de sortir, puisqu'elle n'a pas de papier, bien sûr, qui vit dans une buanderie avec un pauvre matelas, une couverture et un oreiller, qui bien sûr ne va pas à l'école. Enfin voilà, tout de suite on est plongé dans l'enfer que vit cette petite fille et c'est très 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 dur. Donc voilà, ce roman aborde le thème de l'esclavage moderne, voilà, et c'est des choses qui se passent en France encore aujourd'hui. Donc il y a l'histoire de cette petite fille et en parallèle on est avec Gabriel, un homme qui vit dans les Cévennes et qui, un homme seul, c'est un tueur. Et en fait, il va un jour dans sa grange et il découvre une jeune femme qui est en piteux état et qui, avec le peu de force qui lui reste, essaye de le tuer. Voilà. Mais pour se défendre, hein, pas parce qu'elle a envie de le tuer, c'est juste pour qu'on sent qu'elle est complètement affolée et apeurée, et donc elle a encore un peu de force, elle essaye de le tuer. Mais elle n'y arrive pas, puis de toute façon elle s'écroule, elle est complètement au bout de ses forces, dans un état lamentable. Et donc lui, on ne sait pas trop pourquoi, alors que c'est un tueur, il décide de s'en occuper, de la rétablir, et de l'aider à retrouver la mémoire, parce qu'elle a complètement perdu la mémoire, elle ne sait pas qui elle est, elle ne sait pas ce qu'elle fait là, et elle ne sait pas qui l'a blessée, voilà, par rapport à l'état où il l'a trouvée. Donc voilà, donc on a ces 2 histoires en parallèle. Donc on suit l'histoire de Tama au fil des ans, on la suit. Et on suit l'histoire de Gabriel et cette jeune femme également. Voilà. Donc, au niveau psychologique, c'est pas évident. Voilà. Alors, peut-être encore une fois parce que je suis une maman ou... voilà, c'est vraiment un roman, enfin, il y a des moments quand je lisais, j'avais les larmes, quoi, c'était vraiment pas facile. Et en même temps, comme je vous disais, elle a un talent, parce qu'il y a des romans, quand ils sont vraiment très durs, voilà, je l'arrête pas, je les mets de côté, et puis voilà, quand ça me plaît pas, quand c'est trop fort, voilà, des fois, il y en a que j'abandonne. Celui-là, j'ai pas réussi. Il fallait impérativement que je sache ce qui allait arriver, ce qui se passait, donc vraiment... voilà, comme je vous ai dit, en 2 jours, je l'ai lu, terriblement addictif.
Encore un très très bon roman de Karen Gibel. Alors pareil, hein, ce n'est pas non plus de la grande littérature, hein, dans le genre, dans ce type de roman par exemple, je vais préférer le style d'écriture de Sandrine Colette, mais vraiment très très bien. Pareil, celui-là je le recommande, si vous avez le cœur bien accroché, allez-y, je pense que vous serez clairement pas déçus. Ensuite, j'ai lu Avant toi de Jojo Moyes. Alors celui-là, je l'avais trouvé, ce roman, dans une boîte à livres, voilà, quand j'étais en déplacement en Normandie. Et du coup, j'avais entendu parler du film, et je me suis dit, bah tiens, je vais lire le livre et on verra bien. Donc, c'est l'histoire d'une jeune femme, je me rappelle plus son nom, est-ce que j'ai son... Lou, tout simplement, de Lou et de Will. Voilà, donc hop, donc ça ce sont les acteurs, hein, c'est tiré du film, la couverture. Lou qui se retrouve au chômage et qui, pour aider sa famille, bah, va prendre ce travail d'aide à la personne, et elle va devoir s'occuper de Will, donc un tétraplégique, un jeune homme voilà, qui, suite à un accident de la route, se retrouve handicapé, donc il n'a plus que les bras et la tête qui peut bouger, voilà, tout le reste de son corps est paralysé. J'ai vu le film, clairement le roman est meilleur. Alors, et encore que le film est une très très bonne adaptation du livre, parce que souvent c'est pas toujours le cas. Et le roman, pardon, le film est une très bonne adaptation du livre, mais le livre, j'ai clairement préféré au niveau du ressenti des émotions, du lien qui se crée forcément entre les deux personnages, puisqu'au début, bah, il va falloir qu'elle l'apprivoise, qu'elle fasse connaissance avec. Lui qui, forcément, il était un jeune homme hyper actif, il faisait du ski, du saut en parachute, donc voilà, il vivait à la City, à Londres, donc voilà, forcément c'est terrible pour lui ce qu'il vit. Et elle qui est un peu dans sa bulle, dans son petit monde, dans son village, elle n'en est jamais sortie. Donc voilà, donc ça va être la rencontre de ces deux personnages. Et en fait, on va vite se rendre compte que finalement, l'histoire, bah, c'est pas celle qu'on pensait au début. C'est pas une simple histoire d'amour entre les deux. Hein, voilà, bon, je spoil pas vraiment parce que de toute façon, voilà, hein, rien qu'à l'image, on se doute bien un petit peu de ce qui va se passer. Mais vraiment, clairement, c'est pas ça le fond de ce roman. Donc vraiment très très bien. J'ai beaucoup aimé. Je sais qu'il y a eu Après toi qui est sorti. Je ne l'ai pas encore lu. Donc je verrai à l'occasion si je le trouve. Et je pense que je le lirai pour retrouver les personnages, voir un petit peu ce qui leur arrive. Voilà. Donc c'est une jolie histoire d'amour. Ensuite, dans les mangas, j'ai lu celui-là. Donc celui-là, je les ai découverts à pareil, à la Japan Expo. Donc c'est Game, Entre nos corps, donc le tome 1 et le tome 2, de Mai Nishikata. Et c'est toujours les éditions Akata. Voilà, vous voyez, j'aime beaucoup cette édition. Et donc là, les thèmes abordés, c'est quotidien, romance et érotique. Alors le pitch de départ, c'est une jeune femme accro de son travail. Voilà, elle a 27 ans, je crois. Elle est accro à son travail, c'est-à-dire que toute sa vie ne tourne que autour de ça. Voilà, elle n'a personne dans sa vie. Elle n'a pas le temps et ça l'intéresse pas plus que ça, on va dire, de s'engager. Et puis elle attend un peu l'homme parfait, le prince charmant, voilà, qu'elle ne rencontre pas. Et dans son travail arrive un nouvel employé. Et en fait, il lui propose tout simplement d'avoir d'être copain de lit, on va dire, c'est-à-dire de ne pas s'attacher, mais voilà, d'avoir des relations sexuelles quand ils en ont envie, tout simplement, voilà, pour se faire du bien et sans attache, puisque voilà, elle clairement elle cherche l'amour, mais elle sent qu'avec lui de toute façon c'est pas ça, et en même temps elle a des besoins. Donc voilà, donc l'histoire c'est ça, c'est l'histoire de ces deux-là, voilà, qui vont travailler ensemble et qui en dehors du coup se retrouvent pour avoir des relations sexuelles. Et bon, on voit très vite un petit peu où ça veut nous mener, ce genre de roman. Donc bon, alors pareil, hein, c'est pas transcendant. Après, ça se lit bien. Hein, voilà, on passe un bon moment. Bon, c'est pas le manga du siècle. Je vais vous montrer un petit peu les dessins. Mais bon, ça, voilà, on passe un bon moment à le lire, à voir un petit peu les deux personnages. Bon, moi, clairement, je pense voir où ça va nous mener.
Bon, peut-être après je me trompe, hein. Le tome 1 était sympa, le tome 2 c'est un petit peu une redite, voilà, de non je t'aime, non moi non plus, enfin bref. Voilà, bon, j'ai passé un bon moment, on verra le tome 3 quand il sortira un petit peu ce qu'il racontera. Ensuite j'ai lu un autre manga, donc c'est le tome 5 de LDK, voilà. Donc ça c'est Pika Édition pour le coup, et c'est de Ayu Watanabe. Alors, je sais pas trop comment on prononce les noms japonais, donc excusez-moi si c'est pas du tout ça. Et donc là aussi, c'est une histoire de romance entre deux lycéens, donc en fait, qui se retrouvent par les hasards, les circonstances de la vie, en fait, à vivre ensemble en colocation. Et sauf qu'au Japon, c'est très mal vu. Alors en plus déjà ils sont lycéens, donc ils sont quand même un peu jeunes, de vivre avec en colocation, et surtout quand on est un garçon et une fille. Voilà. Donc voilà, donc c'est l'histoire de tous les deux, où lui il a un petit peu, c'est le beau gosse de l'école, fin du lycée, voilà, toutes les filles bavent devant. Elle c'est un petit peu la fille normale, qui un petit peu transparente, enfin voilà, qui n'est pas exubérante, qui trace son chemin, on va dire. Et voilà, et donc ils se retrouvent à vivre tous les deux, donc avec le côté bien sûr ambiguïté hein, qu'il va y avoir entre les deux. Donc bon voilà, c'est pareil, c'est sympa, on passe c'est agréable, voilà, c'est pas, encore une fois, c'est pas le roman du siècle non plus, le manga pardon du siècle non plus, mais voilà, c'est frais, ça se lit très très bien. Et pour terminer mes lectures, hop, celui-là, donc le roman de Valérie Perrin, Changello des fleurs. Alors, cet auteur, je l'adore. Je l'ai découvert avec son premier roman, Les Oubliés du dimanche, que j'avais lu l'année dernière et que j'avais adoré. Donc là, je l'ai retrouvé avec Changello des fleurs, son dernier roman, et c'est une petite merveille ce roman. C'est... Voilà. Alors, je vais vous dire un petit peu le pitch pour que vous ayez une idée. Donc, généralement, Valérie Perrin, pareil, elle aime bien dans ses romans, enfin, en tout cas dans les deux dans ces deux-là, avoir plusieurs périodes quand elle raconte. Donc, des chapitres qui se passent à une époque et d'autres chapitres à une autre époque. Voilà, elle aime bien un petit peu jongler comme ça, ce qui fait que d'ailleurs, ça fait une lecture très agréable, très fluide, et qu'on avale les pages sans s'en rendre compte. Donc, c'est l'histoire de Violette Toussaint, qui était garde-barrière avec son mari. Et quand les dernières barrières se sont électrifiées, bah, du coup, ils ont perdu leur travail. Et elle a décidé de devenir, avec son mari, garde-cimetière. Voilà, donc déjà, hein, le décor, bam, il est planté. Et donc, en fait, on suit l'histoire de Violette, de sa rencontre avec son mari quand elle était jeune, de la construction de leur couple, de leur vie de garde-barrière. Et en parallèle, on a donc l'histoire de Violette à l'heure actuelle, si je puis dire, dans son cimetière, où elle vit seule. Voilà, son mari n'est plus là. Et où on voit l'amour qu'elle a pour les morts, voilà, pour s'occuper des tombes, en prendre soin des animaux, des chats qui y vivent, de son potager. Voilà, elle a une passion pour son potager, des liens qu'elle tisse avec les différents employés communaux qui travaillent également ou aux pompes funèbres. Voilà. Et un jour, donc, alors que Violette s'occupe fait son travail, voilà, y a un homme qui frappe à sa porte et qui lui explique que sa mère, qui vient de mourir, veut que ses cendres soient déposées sur la tombe d'un homme qu'il ne connaît absolument pas. Voilà. Et donc à partir de là, on va avoir également une autre histoire qui va être l'histoire de la mère de cet homme, de pourquoi est-ce qu'elle veut que ses cendres soient déposées sur la tombe de cet homme que a priori donc le fils ne connaît pas. Donc on a plusieurs histoires comme ça qu'on va suivre, à un moment bien sûr tout ça va se rejoindre, et c'est une écriture vraiment très très belle. Les mots, les émotions, les ambiances, c'est vraiment très très fort. Je trouve vraiment une écriture très très juste. Elle a écrit des scénarios et vraiment ces deux romans sont écrits comme des scénarios. Ça pourrait être mis en film, je pense vraiment que ça serait pas mal.
Mais vraiment, voilà, j'adore Valérie Perrin. En plus, mon beau-père a eu l'occasion de la rencontrer lors d'une séance de dédicace. Et il m'a dit que bah, ses livres reflétaient vraiment la personne qu'elle était. Ce roman, le premier déjà, il m'avait mis une bonne claque. Là, celui-là, bah, pareil, je le recommande plus, celui-là. Et alors en plus, je suis trop contente parce que du coup, j'ai une petite dédicace. Et parce que mon beau-père, du coup, avait amené mon exemplaire pour le faire dédicacer. Et j'ai adoré, je vais vous la dire. Donc, ne pas oublier de changer l'eau des fleurs, vivre, aimer, lire, écouter, marcher, danser, sourire. Vous allez rencontrer pas mal de personnages, mais vous devriez partager beaucoup de choses avec eux qui arrivent plus tard dans le roman, parfois comme dans la vie. Donc vraiment, celui-là, je crois que de tous ceux que j'ai pu lire, c'est vraiment celui-là qu'il faut, qu'il faut lire impérativement. Voilà. Donc, je vais vous dire dans quelle catégorie je les ai rangés hein, par rapport à mon défi. Et voilà. Alors. Donc, ah oui, j'ai complètement oublié, parce que c'est vrai que je ne l'ai plus avec moi, de vous parler du tout premier roman d'ailleurs que j'ai lu en juillet. Je vous en ai parlé dans mes précédentes vidéos. Donc là, bah voilà, j'ai enfin terminé cette saga. Et c'est vrai que comme je l'avais pu en physique, bah, j'ai complètement oublié. Donc heureusement, je viens de voir sur mon, sur mon blog. Effectivement, donc c'est le premier que j'avais lu. Donc ce tome 3, eh bah, il clôture à merveille les tomes 1 et 2. Donc pour vous résumer un petit peu, c'était l'histoire d'adolescents qui ont vécu les attentats de Charlie Hebdo et qui ont dû apprendre à se construire avec ça, avec le drame que ça avait pu engendrer. Dans le tome 2, donc pareil, si vous ne l'avez pas lu, vous vous arrêtez là. Donc qui dans le tome 2 ont essayé de se construire avec ça et avec la mort d'Hakim, qui était du coup la mort d'Hakim faisait suite aux attentats de Charlie Hebdo. Puisque des jeunes partisans Front National du coup l'avaient tué, l'avaient tabassé, il en était mort. Et donc du coup ses amis avaient dû essayer de reprendre goût à la vie avec ce drame qui était sur leurs épaules. Et ils ont également connu les attentats du Bataclan, de Paris, du Stade de France. Voilà, donc on est avec ça dans le tome 2. Et en fait à la fin du tome 2, notre héros, en fait, on découvre qu'il a écrit toute son histoire sous forme de roman pour se libérer finalement de tout ça, pour réapprendre à vivre. Et en fait, bah, donc dans le tome 3, en fait, quand il donne son roman notamment à Estelle, la jeune femme qu'il aime, en fait, cette dernière, elle est tellement choquée par ce qu'elle lit que, en fait, elle dit qu'elle ne veut plus le voir. Voilà. Que c'en est trop, qu'il a été trop loin voilà, dans ce qu'il a écrit, et du coup elle veut plus le voir. Et donc en fait, bah voilà, dans ce tome 3, on retrouve nos personnages, on chemine, et avec finalement comment ils vont réussir à se retrouver, à se comprendre, chacun dans le drame, comment ils l'ont vécu. Et en fond, on va avoir les élections présidentielles, avec ce que ça implique, le mouvement Nuit debout, enfin voilà. Donc encore une fois, avec le côté actualité, c'est vraiment super bien fait. Moi, ce que j'ai vraiment aimé dans cette saga, c'est le regard donné aux jeunes sur tous ces événements tragiques et comment ils ont pu se construire. Donc je vous l'ai dit hein, déjà quand j'en avais parlé du tome 1 et du tome 2, et encore une fois dans ce tome 3, c'est vraiment quelque chose que j'ai aimé, cette lecture par rapport aux yeux des adolescents, par rapport à ma propre lecture à moi de ces événements-là. Donc le tome 3 n'échappe pas à la règle, et je le redis, voilà, je me répète, c'est une saga que je trouve que tous les adolescents devraient lire, les jeunes adultes et même les adultes. C'est vraiment très très juste par rapport à ce que ça apporte. Voilà du coup pour les romans que j'ai lus, et maintenant je vais vous dire dans quelle catégorie je les ai mises. Alors, donc à la place du cœur, le tome 3, donc je l'ai mis dans la catégorie 62, un livre publié cette année, puisqu'il est sorti en tout début d'année. Voilà. Ensuite, le
Celui-là, je l'ai mis dans la catégorie 66, un livre qui évoque les droits des hommes bafoués. Et oui, puisqu'avec du coup notre petite Tama qui est esclave, bah voilà, clairement là on est en plein dedans. Ensuite, celui-là, 74, un livre dont le personnage principal a un handicap léger ou lourd. Les frères du Logos. Hop. Je l'ai mis dans la catégorie 76, un livre dont le titre contient un mot de type membre de la famille, donc avec frère, du coup. Ce magnifique roman de Valérie Perrin, je l'ai mis dans la catégorie 78, un livre sur au moins 2 époques différentes. Et oui, comme elle aime un petit peu naviguer dans le temps, voilà, je l'ai mis là. Ensuite, celui-là, pour terminer, je l'ai mis dans la catégorie 88, lire un livre venant d'une maison d'édition que vous n'avez jamais lu. Et oui, parce que je ne connaissais pas l'édition Rêve de femme, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Donc voilà pour les romans qui rentrent dans mon défi lecture. Et donc à la fin du mois d'août, j'en étais à 31 livres. Voilà, donc sachant que moi mon objectif que je m'étais donné, bah, c'était de au moins lire autant de livres que l'année dernière, à savoir 55. Donc on verra si j'y arrive ou pas. Voilà. Et donc à côté de ça, il y a les mangas. Hop, comme ça c'est mieux. Voilà, que j'ai lu à côté. Donc, et qui eux du coup ne rentrent plus dans aucune catégorie puisque j'avais déjà complété la catégorie manga. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo qui est un petit peu longue du coup, comme vous avez vu un petit peu tout ce que j'ai pu lire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu vous de votre côté cet été, hein, afin que je puisse rajouter pourquoi pas certains livres dans ma pile à lire. Je vous attends en commentaire. Je mettrai comme d'habitude toutes les infos sur les différents romans en barre d'infos, comme ça vous retrouverez voilà, les noms, les maisons d'édition, etc. où vous les procurez. N'oubliez pas les médiathèques d'ailleurs, très, très pratique pour se procurer des romans. N'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Et puis moi, je vous dis à bientôt!